Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes dans ce livre journal de la Résistance française. Et nous étions en compagnie du général Delavarde, accompagné sur le plateau de François Martin, l'auteur de Ukraine, un basculement du monde, ou encore Le temps des fractures, les deux ouvrages aux éditions Jean-Cyril Godefroy, et puis notre analyse politique permanent du mercredi sur Géopolitique Profonde, qui n'est autre que Fine Andrenne. Et nous recevons, et je suis content, avec des studios qui se sont bien développés quand même au fil des années. Moi, je me souviens, nous étions en plein, en plein confinement, et je prenais au téléphone celui qui est en distanciel aujourd'hui, mais je suis heureux de le voir. Je le vois non seulement sur un écran, mais même sur un écran reporté sur le plateau en lui-même, qui n'est autre que Charles Sana. Quel bonheur de retrouver le patron et fondateur du site Insolentiae. Nous l'aurons aussi vendredi matin dans la matinale de Géopolitique Profonde, et déjà, je souhaitais pouvoir le saluer. Bonjour mon cher Charles. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Eh ben, on va parler. Enfin, voilà. Bah oui, bien sûr. On va parler avec nos invités qui sont sur le plateau, en particulier de la guerre commerciale telle qu'elle a été déclenchée par Donald Trump. Et là, il y a des avis divergents. Je ferai dans les semaines et les mois qui viennent, s'il n'y a pas eu un recul, une reculade de Trump sur le sujet, ce qui n'est pas évident, des échanges entre les uns et les autres, parce que évidemment, vous n'êtes pas d'accord. Mais on va, si vous le voulez bien, mon cher Charles, terminer, ça va durer quelques minutes, puisqu'en plus le général Delavarde n'est pas là, et à la demande de François Martin, une conclusion qui sera la sienne sur la première partie, qui était plutôt géopolitique, géostratégique, que ce soit vis-à-vis de l'Iran, que ce soit vis-à-vis d'Israël, du Proche-Orient, que ce soit vis-à-vis de l'Ukraine. Donc une conclusion rapide, mon cher François, sur lequel réagira ou non Fine Andrenne, et on partira sur la deuxième partie de cette émission. Oui, une remarque et puis une conclusion. La remarque, ça concerne Odessa. Je ne suis pas du tout persuadé que ça soit véritablement l'intérêt des Russes d'aller jusqu'à Odessa, parce que s'ils font ça, ça veut dire qu'ils montrent qu'en fait leur armée, le fait de montrer que leur armée est un peu distante de la frontière avec la Pologne, avec la Bulgarie, la Roumanie, etc., c'est un élément qui est important. Et par ailleurs, je rappelle que quelqu'un comme le général Pinatel, qui est quand même... Nous aurons vendredi matin à nouveau sur la matinale de Géopolitique Profonde. Qui connaît bien son affaire, pense que le fait d'aller jusqu'à Odessa fait que c'est beaucoup plus lourd et c'est beaucoup plus difficile et c'est beaucoup plus coûteux à protéger, parce que la ligne de front qui fait aujourd'hui 1000 ou 1200 km, elle va faire 400 ou 500 km de plus. Donc ça, c'est très difficile sur une bande qui n'est pas très large où il pourrait être attaqué. Donc moi, je pense que même si ça représente pour les Russes un intérêt, pour le coup affectif, extrêmement, extrêmement important, je ne suis pas sûr qu'ils iraient et qu'ils préféreraient probablement obtenir une démilitarisation véritable de l'Ukraine plutôt que d'aller jusqu'à Odessa. Bon, voilà. Ça, c'est mon idée. Et donc, la conclusion, en plus de ce point. La conclusion, c'est que si on regarde un peu tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et en particulier cette négociation qui est en cours entre les Russes et les Américains, c'est extraordinaire ce qu'on voit sous nos yeux. Donc, le fait de dire « Ah, mais regardez, ils n'ont pas encore signé, etc. », qu'on se rende compte qu'aujourd'hui, Russes et Américains sont pas en train de se partager le monde, mais en quelques mois, ils se retrouvent dans les sables ou en Turquie. Ils passent une journée ou 2 journées à discuter point par point, et les centrales, et les ports, et la mer Noire, et ci ou ça. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Et on ne va pas... raccrocher les wagons qui étaient aussi loin l'un de l'autre, ça ne se fera pas comme ça en un... il faut laisser un peu du temps au temps, je trouve. En plus, leur mentalité est absolument différente et ils sont les uns en face des autres. Enfin, on n'a jamais vu ça. Au temps de la guerre froide, c'était pas ça. C'était je t'attaque pas, tu m'attaques pas. Mais là, c'est pas ça. Là, il s'agit de faire véritablement la paix. Et l'idée derrière tout ça, c'est encore une fois ce qui les intéresse, et les Russes aussi évidemment, c'est de faire du business. L'idée de Trump derrière ça, c'est de rentrer de plein pied dans le Grand Sud pour faire des affaires. C'est ça. Donc pour moi,
il ne peut pas non plus se permettre de laisser un conflit purulent qui va durer 50 ans de plus ou 100 ans de plus en Palestine. Je ne crois pas. Ça ne me semble pas logique de vouloir faire la paix d'un côté et pas la paix de l'autre. Voilà ma conclusion. Eh ben, très bien, elle est concise. Merci François Martin. Vous voyez toujours le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Et je vous conseille de passer de l'autre côté, puisque nous respectons les règles que nous impose la technique de Radio Courtoisie. Et si vous voulez prendre votre petit café, eh bien, il vous attend, mais de l'autre côté, mon cher François. Allez-y, soyez tout oui des échanges qui vont suivre. Et on vous retrouve tout de suite. Fine, juste un mot de conclusion, et on est parti avec Charles Sana. Oui, concernant donc les villes ukrainiennes du Sud, j'ai un petit peu un sentiment différent en écoutant certains Russes. Ils ont déjà premièrement dit qu'il est hors de question militairement, de toute façon, de prendre ces villes parce qu'elles sont beaucoup trop grandes. Donc, les Russes estiment que s'il y a la possibilité politique, ces villes vont tomber dans la main des Russes au moment voulu. Ça veut dire peut-être un encerclement, voilà. Mais néanmoins, on ne parle pas d'action militaire ici. Il y a d'autres manières. On se rappelle de Clausewitz, qui est très souvent suivi par les Russes. Il y a les moyens militaires, les moyens diplomatiques, les moyens politiques. Il y a tous les moyens possibles pour arriver à ces fins. Et en fait, Odessa, effectivement, et ces autres villes comme Dnipropetrovsk et Nikolaïev, ce sont des villes complètement russes où il y a une attente très forte de la population locale. Il y a aussi d'appartenir à la Russie. Il y a aussi une attente très forte de la part de l'opinion publique russe que ces villes, et surtout Odessa, appartiennent à la Fédération de Russie. Donc, il y a une pression politique sur Poutine, mais ça ne veut pas dire que ça va se passer. Poutine a clairement indiqué qu'il y a des conditions. Si ces conditions sont remplies aujourd'hui, eh bien forcément, ces villes-là ne feront pas partie. Ça, c'est clair. Par contre, on peut bien imaginer dans les négociations qu'il y ait, des accords sur le statut de ces villes, au niveau de la langue, au niveau du statut même légal ou d'autonomie ou de villes franches. Il y a différents types de statuts pour que ce soit satisfaisant pour tout le monde. Donc, ce n'est jamais blanc et noir. Et voilà. Et donc, ensuite, c'est à peu près ce que je voulais dire. Je vois quand même le verre un petit peu plus vide et à moitié vide en réalité. En général, plus oui, c'est plutôt votre cas. François Martin, parce que je vois une situation qui est quand même très difficile et qui semble échapper un petit peu à Washington. Nous avons aujourd'hui un basculement du monde, pour suivre le titre du livre de François Martin, et malheureusement, je pense que nous n'avons pas les bons pilotes dans l'avion côté Washington. Il y a un manque d'expérience et un hubris et une ignorance du monde qui est absolument stupéfiant. Et ça, on l'a vu notamment dans ces messages de signal qui ont été fuités. Indépendamment qui a fuité ces messages ont été ils sont très enfantins et ceci donne beaucoup de préoccupations en réalité. Merci Fine-Andrène. Eh bien, nous allons maintenant pouvoir échanger avec Charles Sana. Charles Sana, je ne sais pas, je vous ai salué, donc je vous dis en tout cas bienvenue dans ce libre journal de la résistance française. Bonjour, voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. On est content de vous avoir. Non, Trump n'est pas fou ni imprévisible. Il a vu venir la catastrophe dès 1995. C'était l'édito, c'est le dernier édito d'Insolentiae de Charles Sana. Il s'adresse à ses chères impertinentes et chers impertinents. C'est ainsi qu'il débute et il vous dira comment il termine en général ses chroniques. Et là, il le dit, mais de façon tellement flagrante et tellement juste que je ne peux pas m'empêcher pour le présenter de lire ces quelques lignes sur son site internet. Vous le retrouvez justement sur le site Insolentiae. Mes chers impertinents, donc chers impertinents, l'information atteint dans notre pays un niveau de mensonge, de propagande, de bêtises,
ou un peu des trois en même temps, jamais vu. C'est un effondrement intellectuel, une logorée quotidienne d'abrutis imbibés de moraline dégoulinante, stérile, d'un point de vue analytique. Je suis content, moi, de vous retrouver, parce qu'on avait déjà essayé d'être un peu de cette résistance, de résister. Dieu sait comme j'ai pu avoir de courriers d'auditeurs suite à ces premiers mois à partir de mars. Et vous m'avez accompagné, vous avez fait partie de ces quelques personnalités qui avaient osé à l'époque, Charles Sana, m'accompagner, alors que ce que je disais, et surtout ceux que j'invitais, avaient des propos pour le moins impertinents. Donc je vois que vous avez évolué dans le sens où un certain nombre d'entre nous avons évolué par rapport à cette logorée, à ce mensonge et à cet empire du mensonge aussi. Oui, je crois qu'on en a en tout cas tous les jours une illustration, c'est-à-dire que insulter un adversaire ne constitue jamais, jamais une analyse, encore moins une action politique, encore moins la construction d'une éventuelle opposition à cet adversaire ou à cette personne. C'est-à-dire que, bon, bien, l'art de la guerre, c'est vieux comme Sun Tzu et 600 avant Jésus-Christ ou 690 avant Jésus-Christ, enfin bon, peu importe, ça ne change pas grand-chose. Sun Tzu, grand stratège chinois, disait que de toute manière, l'art de la guerre, c'est de gagner une guerre éventuellement et idéalement sans même avoir à tirer un coup de fusil. Alors à l'époque, il n'y avait pas de coup de fusil, mais enfin, si on peut vaincre sans bataille, c'est quand même nettement mieux. De la même manière, avant d'affronter un ennemi, la première étape, c'est de le connaître. Et donc, plus vous êtes anti-Trump, plus vous êtes opposé à Trump, plus vous pourriez même détester Donald Trump et ce qu'il incarne. Parce qu'en réalité, les personnes importent peu. Ce qui est important, ce sont les courants idéologiques, politiques, économiques qu'ils incarnent. Donc, plus vous détestez ce que Donald Trump incarne, défend et porte, plus vous avez intérêt à connaître la pensée de votre ennemi. Et ce que je trouve effroyablement affligeant dans le contexte intellectuel français actuellement, c'est cette absence même de volonté de connaître son ennemi. Parce que si on n'accepte même pas de connaître son ennemi, on est à peu près sûr de se faire couillonner et on est à peu près certain de perdre la bataille avant même de la mener, puisqu'on n'a aucune idée de là où l'ennemi va vouloir vous emmener. Alors moi, je suis un modeste trumpologue normand, c'est-à-dire que je lis tout ce qu'a écrit Donald Trump, depuis d'ailleurs plusieurs années, je lis tout ce qu'a écrit son vice-président J.D. Vance depuis plusieurs années, j'essaye de comprendre qui sont ces gens, savoir si je les aime ou je les aime pas d'ailleurs, c'est un biais contre lequel il faut lutter parce que sinon ça va venir obscurcir votre jugement et perturber votre analyse. Donc il faut essayer justement de ne pas mettre de sentiments, d'émotions dans l'analyse intellectuelle que vous allez mener. Et puis vous allez simplement essayer de regarder ce qu'ils disent, de regarder ce qu'ils font, de comparer, essayer de comprendre la doctrine qu'ils sont en train de mettre en place, de développer, de déployer et de mettre en application. Et puis, à partir de là, vous en tirez un certain nombre de conséquences, et de ces conséquences vont naître un certain nombre de prévisions qui vont être globalement justes parce que vous aurez compris ce qu'ils voulaient faire, ou qui seront globalement fausses si évidemment vous n'avez rien compris ou que vous n'avez absolument pas cherché à comprendre ce qu'ils voulaient faire ou la manière dont ils envisageaient le monde ou la manière dont ils voulaient faire évoluer le monde et les règles de fonctionnement du monde. Bon, ça, c'est des éléments d'introduction. On va parler évidemment, entre autres, de ces fameux droits de douane et de ce que vous pouvez dire sur ce sujet qui est intéressant, Charles Sana. Auparavant, peut-être une réaction et de François Martin et de Fine Andrenne. François. Oui, alors, bonjour monsieur. Nous ne nous connaissons pas, mais je dirais que ça commence bien parce que je pense que vous touchez le cœur du sujet quand vous dites qu'on ne connaît pas nos ennemis et quand vous dites nous avons une absence de volonté. Je vais aller plus loin que vous.
nous avons une volonté d'absence. C'est encore pire. Et j'attribue ça au fait que, en fait, aujourd'hui, ce que j'ai écrit dans un certain nombre d'articles récemment, c'est que nous étions en train d'enterrer une guerre géopolitique extrêmement forte. En gros, Rome et Carthage ont décidé de faire la paix quelque part en Sicile et de se partager la Méditerranée, ce qui est totalement inédit, et que par contre, on démarre une guerre géoculturelle entre conservateurs et progressistes. Et le propre du progressiste, et là je reprends l'analyse de comment s'appelle-t-il, de Solzhenitsyn, que je cite dans mon livre, c'est que pour le progressiste, les conservateurs sont des ennemis de l'humanité. Pour reprendre l'expression qu'emploie Robespierre à la condamnation de Louis XVI. Louis XVI, il dit qu'il est traître à la patrie, ça c'est local, mais il dit que c'est un ennemi de l'humanité. Et quand il parle à des gens qui ne sont pas de leur bord, ce sont des ennemis de l'humanité. Et c'est à ça que j'attribue le fait que non seulement ils n'ont pas voulu connaître Trump, mais on n'a pas voulu non plus connaître Poutine. On ne veut pas les connaître parce que des ennemis de l'humanité sont des personnes... comme disait Taubira à quelqu'un qui l'avait insulté, vous vous êtes mis vous-même en dehors de l'humanité. Donc, quand vous êtes en dehors de l'humanité, on ne vous parle pas et on ne veut pas vous parler. Vous êtes sale et vous êtes inférieur d'une certaine façon. Et je pense que c'est la clé de notre problème. Si vous, dans une situation comme celle-là, vous êtes foutu. Forcément, vous êtes foutu. Et je pense que vous avez touché le cœur du problème de notre enfermement stratégique et culturel aujourd'hui. Merci voilà. François. Finandren, et puis ensuite on va rendre la parole à Charles. Oui, donc je suis tout à fait d'accord avec ce que dit M. Sana, mais j'aimerais juste ajouter un point supplémentaire, c'est qu'on dit qu'on ne connaît pas son ennemi, on ne prend pas le temps de le connaître, mais déjà, il ne faudrait pas le désigner comme ennemi. Donc, dire qu'on ne prend pas le soin de connaître son ennemi, ça veut déjà dire qu'on a un a priori, qu'on a déjà défini quelqu'un comme ennemi. Donc, déjà, il faut, à mon avis, prendre un peu de recul et faire une analyse et une analyse. Et avant de tirer la conclusion que quelqu'un est un ennemi, il faut quand même que ce soit ça, c'est une accusation extrêmement forte. On ne parle pas d'ennemis personnels, on parle éventuellement d'ennemis au niveau étatique. Parce que Poutine ou Trump, ce n'est pas la personne, c'est le fait qu'il le représente dans sa position politique. Donc, il faut faire très attention quand on dit, voilà, d'office, quelqu'un est un ennemi, maintenant, il faut le comprendre. Merci Finn. Alors Charles Sana, justement, allez, maintenant on y va, on rentre dans le dur du sujet. Moi, pourtant, j'entends même Manuel Valls, qui est un génie, un stratège hors norme, qui explique combien la politique de Trump est une politique de gribouille, une politique d'imbécile, une politique de quelqu'un qui ne comprend rien. Enfin, les injures fusent. C'est pas nouveau, avec Trump. Ils l'avaient comparé à un mâle alpha imbécile, à un singe alpha imbécile en 2015-2016, en disant il est même pas fichu de faire s'entendre dans son entourage direct les femmes entre elles, ce qu'un singe alpha est capable de faire. C'est dire le niveau de ravalement d'injures et d'insultes publiques et politiques vis-à-vis de Donald Trump. Et là, évidemment, on taxe tout de suite ce début de guerre commerciale en disant c'est le Trump crack, c'est l'homme de 77 ans. Évidemment, il était tellement plus frais, tellement plus vif, notre Sleepy Joe. Et enfin, on est au niveau du degré zéro. Petit cochon. Qu'est-ce que j'ai bah non, là, parce que là, c'est Trump lui-même. Donc, les citations sont autorisées sur Radio Courtoisie. Et alors, vous dites, Charles Sana, tout à fait l'inverse de ça. Et donc, j'aimerais un petit peu que vous nous analysiez. Vous êtes quand même... par ailleurs, en plus d'être ce fondateur de ce site et de faire de l'analyse politique, vous êtes un économiste, vous êtes un financier, vous êtes quelqu'un qui analysait un certain nombre de fluctuations, dont les fluctuations de la bourse. Et moi, j'aimerais savoir comment vous analysez justement cette simili-guerre commerciale qui aurait débuté dans le monde, lancée il y a quelques jours, lundi matin, pour être plus précis, par Donald Trump. Eh bien, je vais rejoindre complètement Monsieur Martin. Alors, je n'utilise pas
tout à fait les mêmes mots, mais je pense très sincèrement que nous parlons exactement de la même chose. Alors, Monsieur Martin a utilisé le mot de guerre géoculturelle entre conservateurs et progressistes. Alors moi, j'utilise sans doute parce que je suis moins géopolitologue que économiste, donc je vais utiliser sans doute des terminologies qui sont plus économiques. Et moi, c'est plutôt pour moi un conflit entre souverainistes et mondialistes au sens Bien sûr, économique. on Voilà. est d'accord. Mais voilà, mais je pense que ouais, on parle exactement de la même chose. Et donc, quand tout à l'heure je parlais de Trump en tant qu'ennemi, je ne désignais pas Donald Trump comme étant mon ennemi à moi et l'ennemi de Charles Sana. Bien sûr. Je disais simplement, hein, je précise pour éventuellement les auditeurs sur lesquels ça pourrait ne pas avoir été suffisamment précis, je m'en excuse, mais c'était de dire si on considère Trump comme son ennemi, et quel que soit en fait l'ennemi qu'on considère être son ennemi, il faut le connaître et le comprendre pour pouvoir l'affronter. Donc de toute manière, il faudrait que ces gens-là fassent l'effort d'eux. Voilà. C'était ça le but de mon propos. Donc évidemment, Donald Trump, pour rester sur la thématique de l'ennemi, est l'ennemi des mondialistes. Il est l'ennemi des globalistes, de ceux qui veulent un nouvel ordre mondial avec un gouvernement mondial, une monnaie mondiale, des institutions mondiales, une démocratie mondiale, une armée mondiale et un monde totalement unifié et sans les barrières et les contre-pouvoirs étatiques. Et puis, vous avez une autre vision du monde, qui est celle des souverainistes, qui considèrent que l'élément dans lequel la volonté des peuples peut s'exprimer est le niveau de la nation. Ça ne veut pas dire qu'on est contre les autres, qu'on veut affronter les autres, qu'on est pour la guerre, non. Qu'on est contre les échanges, qu'on est pour la fermeture hermétique de toutes les frontières et qu'on veut tous se transformer en Corée du Nord. Non. En revanche, beaucoup pensent, moi j'en fais partie, c'est mes convictions personnelles, mais ce n'est pas le sujet, mais je le dis pour que les auditeurs puissent comprendre et puissent d'ailleurs entendre mes propos à l'aune de ça et donc les questionner, les interroger à l'aune de mes convictions personnelles. Je pense que c'est important de le dire. Donc moi je suis plutôt souverainiste dans le sens gaulliste. Voilà, donc c'est pas le gaullisme n'a jamais été un enfermement de la France et une interdiction faite aux Français de se déplacer, d'aller voyager, de faire importer des produits, etc. Donc cette guerre entre souverainistes et mondialistes, elle prend un tour économique majeur, mais ce n'est qu'une des facettes de cet affrontement. Vous parliez auparavant de l'affrontement par proxy ukrainien interposé, et donc ça, c'est une autre des facettes de cet affrontement entre les souverainistes et les mondialistes. Ceux qui ont commencé d'ailleurs la guerre, parce que ce n'est pas tant une guerre de l'Ukraine contre la Russie, enfin une guerre de la Russie contre l'Ukraine, c'est bon, hein, qui de l'œuf et de la poule, c'est très complexe, donc je me garderai bien d'affirmer quoi que ce soit, mais c'est pas tant une guerre de la Russie contre l'Ukraine que une guerre de l'OTAN et des mondialistes otaniens et des mondialistes américains contre les souverainistes russes. Bien sûr. Et maintenant que les souverainistes américains ont gagné aux États-Unis, eh bien ce n'est plus les mêmes Américains. Et donc, les Américains souverainistes tentent de faire la paix et d'arrêter la guerre que les Américains mondialistes avaient commencée. Mais en Europe, subsistent les mondialistes et les globalistes. Subsistent ces hommes, ces maastrichtiens, comme dirait Michel Onfray, ces davosiens ou ces hommes de Davos, bref, ces mondialistes, européistes, et que moi je qualifie bien souvent d'europathes d'ailleurs, dont Emmanuel Macron est l'un des idéologues et des artisans importants, eh bien, ces mondialistes restent au pouvoir au sein du continent européen et en incluant la Grande-Bretagne. Et donc, là, le volet qui s'ouvre est un volet économique
je pense que ce volet économique va être d'une violence extrême, parce que ce combat n'est pas un combat pour l'argent. Ce combat n'est pas un combat pour le business. Et je pense, et là-dessus, peut-être qu'il y aura des divergences, mais je vais essayer de... Parce que affirmation ne vaut pas argumentation. Donc, je vais essayer de convaincre tout le monde, ou en tout cas de faire part à tous ceux qui nous écoutent de mes arguments et de mon analyse, à savoir que l'objet de ce combat, peu importe qu'il soit contre les souverainistes ou les mondialistes, peu importe que ce soit une bataille géoculturelle, comme le dit M. Martin, avec les conservateurs et les progressistes, on est tout à fait d'accord, c'est la même chose. Cela, ce n'est pas un combat pour l'argent. C'est un combat pour des valeurs. C'est un combat qui est un combat à mort pour une vision du monde. Oui, d'accord. Et ce combat va être d'une violence inouïe, et je pense que personne n'en a conscience. Là, vous voyez la bataille des droits de douane, mais ce n'est que la première des batailles économiques. Vous allez avoir la bataille monétaire, vous allez avoir la bataille sur les dettes, vous allez avoir les batailles sur les monnaies, vous allez avoir, notamment en France, parce que nous sommes très fragilisés avec notre niveau d'endettement, un risque extrêmement fort à un moment donné d'attaque de la part des Américains souverainistes contre le mondialiste maastrichtien, davosien Emmanuel Macron, pour lui faire mettre un genou à terre. C'est un combat à mort dont les économies, les nations, évidemment les populations seront les victimes collatérales. Quant à ces droits de douane, parce que c'était votre question, cher Nicolas. Bah oui, c'est la question de départ. Hein. C'est le volet, c'est dans cette immense bataille qui se joue, c'est le volet de la réindustrialisation. Et donc, c'était ce que je disais dans mon édito d'aujourd'hui. Moi qui ai un peu la barbe blanche, et on est... pas tant que ça. Bon, pas tant que ça, mais un petit peu. Donc, ça me permet de dire que, même si j'étais encore jeune à l'époque, j'ai connu le monde d'avant. J'ai connu le monde du franc, j'ai connu le monde où, quand j'avais 18 ans, que je venais d'avoir le bac et que nous sommes allés en Espagne avec les copains, eh bien, il fallait montrer les passeports à la frontière avec l'Espagne, qu'il y avait des douaniers, que nous changions nos monnaies, que nous avions des usines à peu près partout, parce que nous avions une forme, non pas d'autonomie autarcique, mais d'autonomie indépendante. Ça ne nous empêchait pas d'avoir quelques voitures japonaises ou d'avoir des voitures allemandes. Simplement, nous avions encore les usines de Renault Billancourt sur l'île Seguin. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai connu le monde d'avant, ce monde où il y avait des droits de douane, ce monde où il y avait des douaniers et des frontières, ce monde qui n'était pas ouvert à tout vent. Alors certes, nous consommions beaucoup moins. Nous consommions d'ailleurs tellement moins que nous n'avions aucun problème de tri de nos poubelles et de nos déchets, d'accord ? Nous n'avions pas vraiment beaucoup de déchets et nous n'avions pas une industrie du recyclage qui n'est jamais rien que le miroir de notre industrie de la surconsommation et du suremballage. Donc si nous consommions normalement et en circuit court et avec les productions que sont les nôtres et que rien ne venait de Chine et d'Asie, je peux vous assurer que nous n'aurions pas besoin d'autant d'emballage. La dernière fois, je suis arrivé avec du raisin à la maison que j'avais acheté, et bon, qui était très bien emballé d'ailleurs. Bon, et puis c'était du raisin qui venait d'Inde. Voilà. Bon. Donc évidemment, on n'est pas capable d'avoir du raisin en France, on doit le faire venir d'Inde pour avoir du raisin dans nos supermarchés. Donc tout cela est complètement délirant, et c'est cela qu'attaque Trump, puisqu'en réalité, la mondialisation qui date des 30 dernières années, globalement, l'entrée de la Chine dans l'OMC, c'est 2003, la mondialisation, c'est la destruction des classes moyennes occidentales et c'est le plus grand des transferts de richesse qui a été opéré sans le consentement des populations, évidemment, et sans vote démocratique. Et donc, Donald Trump fait le constat que la mondialisation est un échec qui entraîne la destruction des nations européennes. Des nations occidentales, excusez-moi, et donc européennes également, lapsus extrêmement révélateur, je pensais plus à notre cas, et donc que ce soit l'Union européenne ou les États-Unis, l'Amérique du Nord, nous sommes confrontés exactement aux mêmes problématiques. Simplement, nous avons encore des mondialistes au logiciel mondialiste
qui nous dirigent et qui veulent continuer à nous appauvrir et donc à créer des déficits, des dérèglements qui sont absolument majeurs sur tous les gros agrégats économiques, alors que Donald Trump a décidé de les régler avant que les États-Unis fassent faillite. Merci Charles Sana. D'abord, avant d'avoir les réactions de François Martin, je voulais avoir celle de Finn-Andrenne, parce qu'il y a certains propos qui sont tenus par Charles Sana. Je vous ai eu ce matin dans ma matinale sur Géopolitique Profonde, et ça va pas, ça colle pas avec ce que vous dites. Quels sont les points de désaccord avec ce que nous dit Charles Sana? Oui, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis en adéquation. Et néanmoins, j'aimerais faire quand même quelques distinctions qui, pour moi, sont quand même très importantes. Vous parlez donc du globalisme, mais il faut faire cette distinction que je fais en tant que libéral ou libertarien, c'est très important, le globalisme politique et le globalisme économique. Le globalisme économique, c'est le libre-échange. Et ça peut se faire entre nations, avec un État qui a des fonctions régaliennes. Sans appauvrir totalement les classes moyennes, sûr, comme vient de le dire Charles Sana. Il y a ensuite le globalisme politique, qui est l'autre volet dont a parlé M. Sana. Mais M. Sana n'a pas tout à fait cette distinction. Je pense que cette distinction est fondamentale, parce que l'un, c'est la tyrannie, le globalisme politique, l'autre, c'est la liberté. Donc, je tire un petit peu par les cheveux, mais c'est à peu près ça. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, quand on parle de cette dichotomie souverainiste d'un côté et progressiste de l'autre, je pense que ce n'est pas suffisant. Parce que je pense que M. Sana va être d'accord avec moi, il y a clairement un antagonisme vis-à-vis de la Chine, qu'il faut expliquer dans ce cas. Et la Chine est souverainiste. Dans ce cas, expliquons cet antagonisme. Je vais laisser, moi je peux l'expliquer, mais je vais laisser aussi monsieur Sana expliquer pourquoi nous avons un gouvernement souverainiste aux États-Unis qui est opposé à un gouvernement souverainiste en Chine. Ça doit rentrer dans l'explication. Et ensuite, en ce qui concerne la destruction des classes moyennes, ça, je pense que c'est une vision très française. Je suis suédois. Américaine aussi, hein. Guy, lui, semble dire, ce qui a porté Trump au pouvoir, c'est cette classe moyenne, working class, qui ne veut pas mourir. Mais attention, la classe moyenne, quand on dit qu'elle a des problèmes ou qu'elle est, disons, appauvrie, on n'est pas tout à fait au même niveau que les classes moyennes qui ont des difficultés en France, en Italie ou dans d'autres pays. Si vous regardez la distribution de richesse des classes moyennes aux États-Unis, elle est bien au-dessus de ce que nous avons en Europe. Donc c'est vraiment, on parle de niveaux complètement différents. Je sais très bien que dans des pays européens, la classe moyenne n'est pas du tout détruite. Dans le nord de l'Europe, par exemple. Et une grande partie des problèmes français, je le répète souvent, sont dus à la France elle-même. Ce n'est pas dû... je suis d'accord qu'il y a un aspect du globalisme politique qui agit, ça c'est sûr, hein. Mais il ne faut pas toujours remettre la faute aux autres. La France n'a pas fait les réformes nécessaires pendant des dizaines d'années, ce qui fait que la France aujourd'hui se trouve dans cette situation absolument, je dirais presque catastrophique, très difficile, lamentablement pour les Français. C'est pas la faute du libre-échange. Non, absolument pas. François Martin et ensuite Charles Sana. Je ne partage pas ton analyse. Moi, je pense que la question du libre-échange est fondamentale pour expliquer, même s'il y a des causes sui generis françaises, bien évidemment. Mais si tu veux, on voit bien comment le système est construit. Et c'est ça que Trump a voulu casser. Et je pense qu'à partir du moment où il a cassé, ça ne peut pas revenir. Parce qu'à partir du moment où tu décides toi-même de mettre des droits de douane dans ton propre pays, qui est le premier marché du monde, tu changes les règles du jeu pour toi, mais tu les changes aussi pour tout le monde. Les gens ne peuvent pas continuer. Et si on voit bien comment le système fonctionnait tel qu'il a été décrit, par exemple, par Charles Gave récemment, où les GAFAM, pour ne prendre que leur cas, font produire en Chine et ensuite ils vendent à leur filiale en Irlande, par exemple, ou dans un paradis fiscal, ils produisent à 10. Ils vendent à 10 et ensuite ils laissent le profit dans le paradis fiscal et ils revendent à 100 ou à 1000 sur les marchés et en particulier aux États-Unis et ils payent 0 taxe
Donc les plus gros sur la planète sont ceux qui payent le moins de taxes. Ça marche pas. Alors, l'autre petite remarque, regarde la télé sur France 2 seulement une fois et regarde les publicités. Et demande-toi dans les publicités combien il y a de publicités qui sont accessibles pour la personne ou le couple qui gagne qui gagne le SMIC. T'en as pas. Alors, tu as des voitures électriques, tu as des parfums, tu as des trucs comme ça, etc. Mais tu te rends bien compte que l'économie aujourd'hui est faite pour le haut de la pyramide et pas pour le bas, c'est clair. Alors, je rentre même pas dans les considérations sur l'agriculture que je connais très bien, etc. Et la façon dont on a flingué le bas de la pyramide dans l'ensemble de la planète. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on a tout un système qui fonctionne sur le haut de la pyramide et sur un recyclage de l'argent par l'économie de connivence. Parce que ce qu'on appelle la bourse, en fait, il y a un exemple, c'est monsieur et madame Pelosi. Monsieur Pelosi, dont le métier, c'est d'investir en bourse. Et madame Pelosi, qui connaît je dirais, les opérations et les mouvements avant tout le monde. Donc, on voit bien qu'on a tout un système qui est construit de telle sorte que les classes moyennes, c'est pas pour les classes moyennes ni pour les classes pauvres. Donc, il y a une fracture sociale qui est énorme. Et je reviens sans arrêt à cette analyse qu'a faite Poutine juste au début de la guerre à son propre peuple en disant mes collègues européens ont simplement ne veulent pas parler d'une chose dans leur pays où il y a un énorme non-dit, c'est la fracture sociale. Et compte tenu des désagréments, des appauvrissements, etc., qui vont être causés par cette guerre, il me semble impossible que les élites au pouvoir puissent se maintenir durablement. Il a dit ça. Et c'est exactement, il fait une analyse que je partage totalement sur la fracture sociale. Ou alors, s'il n'y a pas de fracture sociale, moi, je vais à la pêche. Bon, et c'est pas qu'une vision française, franco-française, selon vous. Ah non. Vous allez pouvoir échanger sur le plateau, mais il faut que Charles Sana aussi, qui est en déporté, puisse aussi s'exprimer par rapport aux remarques à la fois. Alors, j'aurais une autre chose à dire sur la guerre à mort. Après. Tu vas le dire tout à l'heure, Oui, je le garde, François. je le voilà, garde. donc on aura les réactions de Oui, Finn je vous les et réponds les peut-être. tiennes. Mais d'abord, Charles Sana, par rapport à tout ce qui vient d'être dit sur le plateau. Alors, Et après, il faudra vraiment mettre un peu plus de flux, un peu plus de rapidité dans les questions-réponses. Dernier, On est prêt. gros pavé, et après, allez, on y va. J'aime la liberté, c'est-à-dire que l'une de mes valeurs fondamentales, c'est la liberté, et donc en ce sens-là, je pense que je rejoins tout à fait les valeurs libertariennes de responsabilité individuelle, de liberté totale, etc. En revanche, là où je pense qu'il faut qu'on ait un vrai débat, c'est sur le rôle d'un État, le rôle d'une nation, le rôle d'une frontière, le rôle d'une souveraineté. Et là-dessus, je suis totalement et viscéralement opposé au libre-échange parce que le libre-échange n'est en réalité pas une liberté, c'est une destruction des protections, et donc cette destruction des protections entraîne en réalité une diminution des libertés. Je m'explique. Le rôle d'un État, c'est pas de faire la solidarité avec le RSA, les primes de Noël, la prime de rentrée, les chèques inflation, les chèques frigo vide, etc., etc. Donc, tout ça, c'est de l'assistanat de bas étage et c'est totalement destructeur et je pense qu'on sera à peu près tous d'accord. En revanche, le rôle d'un État, c'est quoi? C'est permettre à sa population de s'habiller. C'est de permettre à sa population de se nourrir. C'est de permettre à sa population de se loger, de se soigner, de s'instruire, enfin de l'instruire et de la protéger. Et de s'enrichir. C'est pour moi, accessoirement. oui, mais alors je vais même vous dire, s'enrichir, c'est au-delà de l'action minimale de l'État. L'État devant, si l'État assure ça, si l'État doit assurer ces 6 grandes souverainetés. Et ces 6 grandes souverainetés, pour les assurer, il n'y a pas la place pour le libre-échange sur un certain nombre de domaines stratégiques. Donald Trump, vous avez entendu ses propos quelque peu vulgaires que je ne reproduirai pas à l'antenne,
vous les avez entendus sur ils me font tous la cour pour négocier. Un dîner de milliardaires, et j'en ai parlé ce matin, en effet. Le discours de Trump a duré 1h30. Dans cette heure et demie, il a effectivement prononcé tout à fait cette phrase complètement outrancière. Il n'était pas celui de lèche babouche, mais de lèche autre chose. Et que ces électeurs pauvres ont dû parfaitement comprendre 100%. Absolument. Il a parlé leur langage. Absolument, mais en plus la traduction française est un peu malheureuse parce que il parle d'embrasser, c'est kissing en anglais, donc c'est une embrassade. Bref, une embrassade d'ailleurs. Mais je n'irai pas plus loin. Il a surtout dit plein d'autres choses, notamment qu'il travaillait pour la middle class, qu'il était le président de la middle class et pas le président de la classe politique, etc. Bon. Il a aussi dit qu'il allait annoncer dans quelques jours et très rapidement des droits de douane majeurs sur l'industrie pharmaceutique. Donc ça va continuer. Ça va continuer et ça va notamment... Et les bourses continuent à s'effondrer. Évidemment, et ça va notamment se concentrer sur l'industrie pharmaceutique. Et nous avons le même problème. Je vous renvoie à tout ce que nous avons vécu pendant le Covid. Je vous renvoie à tout ce que nous avons vécu et tout ce que nous vivons encore tous les jours dans nos officines en termes de pénurie de médicaments. La France, qui avait les plus grands laboratoires pharmaceutiques au monde et qui ne produit plus un seul médicament sur son territoire et qui n'est plus capable de soigner sa population. Alors, le libre-échange a comme limite les intérêts supérieurs de la nation. Voilà. Donc le libre-échange a une limite. Et il a une limite profondément politique. Et cette limite politique, c'est quand le libre-échange commence à menacer, à devenir une menace existentielle pour les 6 grandes souverainetés de la nation que je vous ai listées tout à l'heure, dont soigner la population. Mais c'est également protéger la population. Et quand le libre-échange consiste à revendre aux Américains, quand on est copain avec eux, parce que c'est les mondialistes et les mondialistes, et donc on leur revend toutes nos pépites industrielles de l'armement, pour après entendre notre matamor professeur Troupeau-Sol, Mozart de la finance et Beethoven de la stratégie militaire du palais de l'Élysée nous expliquer qu'il faut réarmer la France avec plus rien, puisqu'il a tout vendu. Et c'est lui qui a vendu, dans ces 7 dernières années, notamment des pépites sur l'optique. Enfin bon, c'est complètement délirant. Donc, le libre-échange a comme limite les intérêts supérieurs de la nation. Alors qu'on fasse du libre-échange, tant qu'il ne menace pas les grands équilibres économiques, pas de problème. Que l'on fasse du libre-échange, c'est même souhaitable économiquement, c'est stimulant. Que l'on fasse du libre-échange entre zones commerciales qui ont des niveaux de droit social, des niveaux de droit environnemental qui sont à peu près similaires, pas de problème. Voilà. Ensuite, par rapport, parce que ce qui avait été dit était très intéressant concernant l'Europe du Nord et le fait que la France était coupable de son sort, c'est assez vrai. C'est-à-dire que avant de blâmer Pierre-Paul Jacques, Donald Trump, l'Europe, etc., personne ne nous a forcés à nous lancer dans 40 années d'assistanat. Moi, j'ai connu le monde avant le RMI. J'ai vu le RMI arriver, le revenu minimum d'insertion, c'est Michel Rocard, 1990. J'ai vu arriver la CSG, la CRDS, c'était 0,5, on en est à presque 20% maintenant. Donc, si vous voulez, j'ai vu arriver tout ça. Je peux vous assurer que la France était bien plus heureuse et bien plus joyeuse à l'époque où il n'y avait pas le RMI, où il n'y avait pas le chèque anti-inflation, il n'y avait pas les primes de rentrée, les primes de vacances, etc. etc. Donc ça, c'est effectivement notre responsabilité. Mais cette responsabilité, elle a une circonstance atténuante. La première circonstance atténuante, c'est que vous avez bien compris que le traitement social a accompagné les destructions liées à la mondialisation. Et donc, nous avons fait une inflation d'assistanat parce que nous manquons de courage, mais fondamentalement pour accompagner les destructions liées à la mondialisation et pour accompagner la pauvreté et la misère.
et donc acheter la paix sociale à crédit et sans argent, puisque comme l'a effectivement très bien rappelé Monsieur Martin, comme on ne taxe plus les profits, enfin les profits échappent aux taxations, puisque c'est dans le cadre de la mondialisation, c'est un immense vol en bande organisée des États, et donc il n'y a plus rien pour financer les protections sociales. Ça, c'est la première circonstance Il atténuante. faudrait conclure, Charles, parce que... Et la deuxième circonstance atténuante, parce qu'elle est très importante, il ne faut pas comparer les pays d'Europe du Nord avec la France, l'Angleterre, les États-Unis ou l'Espagne, où on avait des industries de milieu de gamme. Et nos industries de milieu de gamme ont été laminées, ravagées par la concurrence, évidemment, asiatique au sens large, puisqu'ils sont très vite arrivés à notre niveau. Donc, très rapidement, ils ont pu détruire, évidemment, nos industries. Ce n'est pas du tout le cas des industries du Nord. Les pays du Nord ont tenu jusqu'à il y a un an. Alors moi, il y a 5 ans, j'avais écrit un article. Rassurez-vous, c'est bientôt fini parce que la Chine va très rapidement atteindre le niveau de compétence de l'Allemagne. Il n'y en a plus que pour 2-3 ans. Et à ce moment-là, l'Allemagne trouvera la mondialisation nettement moins drôle quand elle aussi se fera laminer. Et c'est arrivé. Et donc, le libre-échange va considérablement reculer. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, il devient une menace existentielle. Et c'est à cette aune-là, et j'en terminerai par cela, justement reboucler sur le sujet de la Chine qui a été évoqué et qui est fondamental. Pourquoi prendre la Chine en cible alors qu'elle est souverainiste ? Eh bien, tout simplement parce que la Chine est une menace existentielle industrielle, économique, industrielle, pour le monde entier, et notamment pour, évidemment, l'Occident, les États-Unis en premier, mais l'Europe en second. Et nous devons nous désensibiliser de la Chine, sinon nous serons complètement sous la dépendance chinoise. Merci Charles Sana. C'est vrai, Finn, vous allez pouvoir réagir par rapport à ça, François Martin, et puis on fera une pause et essayer vraiment d'être les uns les autres assez rapides pour qu'on puisse avancer et que vous puissiez vous écouter et que les échanges soient vivants. On a l'impression, Finn, que parfois, lorsque vous vous exprimez sur ces sujets, vous reconnaissez en effet la souveraineté lorsqu'il s'agit de la Chine, lorsqu'il s'agit de la Russie, lorsqu'il s'agit des BRICS, mais que par contre, le dogme du libre-échange, eh bien, il doit s'imposer aux États européens et qu'après tout, eh bien, nous, ce qui nous arrive, c'est de notre faute. Mais réagissez, si vous le voulez bien, à tout ce que vient de dire ce que vient de dire Charles, pardon. Mais juste très rapidement, quelques points. Oui. La partie dépendance. Effectivement, je retrouve chez vous cette argumentation où on dit « j'ai peur des dépendances, je ne veux pas être dépendant ». Mais monsieur Sana, quand vous êtes dans un monde extrêmement complexe où nous avons des avantages comparatifs, vous qui êtes économiste, vous savez très bien que la Chine... Non, alors surtout pas. Attends, laissez-moi juste terminer. Vous savez très bien, si vous avez été en Chine, qu'il est impossible aujourd'hui pour les Européens et pour les Américains de faire ce que les Chinois font. D'ailleurs, sauf si on les taxe. L'administration Trump souhaite aujourd'hui fabriquer des smartphones Apple aux États-Unis. C'est un vœu pieux. Donc, il faut oublier tout de suite. D'ailleurs, Tim Cook, le PDG de Apple, a immédiatement sonné la sonnette d'alarme. Vous ne comprenez pas. Il est impossible, même avec énormément d'investissements, pour les États-Unis de produire des iPhones. Donc, oubliez tout de suite cela. Donc, je pense que ce qui vous fait peur, c'est cette dépendance. Mais effectivement, c'est normal d'avoir des dépendances. Et il y a des nations qui vont être dépendants, qui sont dépendants de la France, parce que la France produit beaucoup de produits que les gens souhaitent. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, concernant l'harmonisation fiscale, c'est un point très important. Alors, là, que disent les globalistes politiques ? Ils disent, nous devons avoir une harmonisation fiscale, justement pour la raison que disait François Martin, c'est-à-dire parce que les GAFAM sont en train de ne pas payer leur part. Mais ça, c'est exactement l'argument que font justement les globalistes politiques.
Et donc, c'est pour ça qu'ils veulent une harmonisation fiscale. Cette harmonisation fiscale, c'est une étape très importante vers la centralisation de pouvoir, vers un seul centre. Et c'est de ça, on lutte contre ça tous les jours. Donc, cet argument-là n'est pas tenable. Ce qu'il faut faire au lieu, c'est réduire l'énorme niveau de taxation qui existe dans les pays européens et se mettre au niveau de l'Irlande. C'est évident que la solution doit être celle-là. Et ensuite, d'une manière plus générale, donc... la première chose, vous qui êtes économiste, vous savez que le libre-échange apporte des bienfaits aux deux parties. Ça a été prouvé économiquement, c'est connu depuis David Hume et Adam Smith. Et ensuite, ça a été très élégamment expliqué par Bastiat. D'ailleurs, dans le Courrier des stratèges, il y a un magnifique article qui résume la position de Bastiat. Le libre-échange à ses prophètes. La réalité vous montre l'inverse. Donc ensuite, la France est en faillite, les États-Unis sont en faillite, nous sommes tous en faillite. C'est vrai ce que dit Charles, tout le monde est en faillite. Mais c'est pas parce que c'est pas à cause du libre-échange. C'est parce que nous avons un système oligarchique et mafieux. Ça n'a rien à voir avec le libre-échange. Il n'y a pas de système oligarchique et mafieux en Chine et en Russie, peut-être ? Bien sûr. Mais nous parlons d'autre chose. Nous parlons de choses complètement différentes. Je parle de système de libre-échange. Et pourquoi ils s'en sortent mieux, les Chinois ? D'ailleurs, nous n'avons pas Russes. réellement un système de libre-échange. Je n'ai pas dit que nous avions un système de libre-échange. Il est même avant les taxations, même avant les tarifs douaniers de Trump, ce système est encore extrêmement, disons, imparfait. Mais moi, j'aimerais juste tout simplement qu'il y ait l'honnêteté intellectuelle de dire « Oui, je suis prêt à freiner le développement de mon peuple, de ma nation, pour, disons, avoir un peu plus d'indépendance et de ne pas avoir ces dépendances. Donc, l'État souverain, l'État stratège, je le veux. Et donc, j'admets que mon peuple ne va pas se développer aussi rapidement, ne va pas prospérer aussi rapidement, mais c'est un prix dont je suis prêt à payer. » Voilà, j'aimerais cette honnêteté intellectuelle-là. Alors, Finn, ce qui est vraiment dommage, c'est que vous ne soyez pas tous réunis sur le plateau, ça aurait été plus drôle. J'aurais pu même jouer les arbitres dans un punching ball ou un ring. Alors, s'il vous plaît, vous allez réagir évidemment les uns les autres à ce que vient de dire Finn, et je pense qu'il est tout à fait convaincu de ce qu'il affirme. Juste après, si vous le voulez bien, cette très courte pause. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Voilà, vous soutenez, s'il vous plaît, votre radio, bien évidemment. Nous sommes dans ce libre journal de la résistance française, en compagnie de les mêmes, en tout cas sur le plateau que ce que nous avions en première partie, sur ce chaos mondial, et nous étions plutôt sur la géopolitique et géostratégie en première partie, et là sur les questions de libre-échange, de géoéconomie, avec François Martin, évidemment, l'auteur à la fois de l'Ukraine, un basculement du monde, et puis aussi Le temps des fractures, aux éditions Jean-Cyril Godefroy, et puis l'analyste politique qui se définit lui-même comme un libertarien, c'est-à-dire Finn Andren. Et puis Charles Sana, le fondateur du site Insolentia, qui clairement, par rapport à certaines oppositions à ce qu'est la politique de Trump aujourd'hui sur le plan commercial, dit il a raison, si on est souverainiste, si on veut réindustrialiser, de toute façon on n'a pas le choix, il faut resituer et restituer des droits de douane. C'est à votre tour, Charles, de répondre à Finn Andren, si vous le voulez bien. Alors, je suis profondément convaincu que la théorie des avantages comparatifs est une vaste escroquerie. Elle ne fonctionne pas. Donc, je la connais bien et je pense que ça ne marche pas. Alors, c'est pas que je l'aime ou que je l'aime pas. C'est que 35 ans ou 40 ans de mondialisation nous ont montré que ça ne fonctionnait pas, tout simplement. C'est-à-dire que ça vous entraîne dans des dépendances qui sont mortifères. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne produisez plus rien, vous n'avez plus aucune autonomie, eh bien vous vous retrouvez sans masque et sans usine de masque le jour où il y a du Covid, vous vous retrouvez sans usine d'armement le jour où il faut faire la guerre, vous vous retrouvez sans de quoi mettre des godasses au pied de votre population, puisqu'il y a toujours un pays qui sera plus comparativement avantagé que vous à fabriquer les godasses. Et donc, comme il y a 190 pays, un peu plus dans le monde, vous en aurez toujours un qui aura un super avantage comparatif par rapport au vôtre. Et donc, il vous restera les musées, les vignes,
et encore maintenant, on plante les vignes françaises en Californie avec des viticulteurs français, etc. Donc le vin là-bas, il est aussi bon que chez nous. Et donc vous vous retrouvez sans rien. Et donc vous vous retrouvez sans être capable d'assumer la pérennité des intérêts vitaux de votre population. Ensuite, vous avez dit, c'est impossible de faire ce que fait la Chine, on ne peut pas faire des iPhones. Alors non seulement on va pouvoir les faire, les iPhones, je vais vous dire, ils vont pouvoir les faire aux États-Unis, Bon, ok. mais je vais même vous dire, nous les avons déjà fait. Parce que moi, je fais partie de cette génération qui a entendu, alors moi j'étais étudiant à l'époque, ça me donnait déjà des boutons et je me disais, on va droit dans le mur. Maintenant, nous y sommes. Et on était assez nombreux à trouver que c'était délirant ce qu'on nous expliquait à l'époque. Et on nous disait, on va faire les industries sans usine, les fabless. Et donc, on va, nous, parce qu'on est supérieurement intelligents, nous, on va concevoir les téléphones et puis on va les faire fabriquer par les bouffeurs de bol de riz qui sont pas chers, puisque c'est un bol de riz. Alors, comprenez bien, je ne fais pas du racisme. On a bien compris, vous inquiétez pas. C'est de l'humour. Ne perdons pas notre temps. On a bien compris, Charles. Où on va sous-payer des gens pour vous fabriquer un truc, pour faire imposer le gain dans un paradis fiscal. Vous avez parlé de l'Irlande, vous avez oublié de parler des Bahamas, vous avez oublié de parler de l'île de Mad, et vous avez oublié de parler du Panama et de l'ensemble des paradis fiscaux où c'est pas 15%, c'est zéro. Bon. Donc, la réalité, c'est celle-là. Vous avez oublié de parler, lors du premier mandat de Trump, de l'amnistie fiscale qu'il avait passée pour toutes les grandes multinationales pour qu'elles rapatrient leurs profits aux États-Unis et qu'elles réinvestissent aux États-Unis. Elles ont rapatrié le pognon aux États-Unis et vous savez ce qu'elles ont fait? Elles ont distribué des dividendes, fait des rachats d'actions pour faire exploser les cours et pour faire de la valeur pour les actionnaires. Et elles n'ont rien réinvesti. Donald Trump, c'est un homme pragmatique. Vous m'avez eu une fois, vous ne m'aurez pas une deuxième. Sauf que lui, il le dit avec un langage beaucoup plus châtié que le mien. Et donc, il va avoir une politique beaucoup plus violente. Donc, la réalité, c'est que si nous continuons comme ça, nous ne pouvons plus nourrir notre population, puisqu'en fait, vous avez compris le plan, 60% de réduction de la production agricole en France, et c'est pour ça qu'on fait un accord de libre-échange avec l'Amérique latine, pour que ce soit l'Amérique latine et le Mercosur qui deviennent notre champ de production alimentaire. Mais le jour où il y aura une famine mondiale... Notre Chine agricole, voilà. Exactement, notre Chine agricole. Merci, monsieur Martin, c'est exactement ça. Belle formule. Et donc, une fois que notre Chine agricole, ce sera la famine, elle ne voudra pas nous vendre les sacs de riz et les sacs de maïs, comme la Chine n'a pas voulu nous vendre les masques pendant le Covid, parce qu'on ne voulait pas lui acheter au bon prix, etc., etc. Et donc, nous devons nous devons retrouver nos souverainetés. Oui, c'est difficile. Oui, comme l'a dit Donald Trump, ça va pas être simple. Évidemment que la démondialisation est un choc, mais enfin, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent qu'il n'y a pas si longtemps, la France produisait à peu près tout, de fort belle manière, des sous-marins nucléaires au Concorde, des centrales nucléaires au TGV, d'accord ? Nous étions capables, nous sommes un pays d'ingénieurs, nous sommes un pays de constructeurs, nous étions à l'époque même pas 60 millions d'habitants et nous maîtrisions l'ensemble des technologies. C'est nos abandons, ce sont nos renoncements politiques qui ont entraîné cette destruction. Nous avons les moyens d'exister dans la compétition mondiale, nous avons les moyens d'exister dans le concert des nations, nous avons le moyen d'exister économiquement, nous n'avons à avoir peur de rien ni de personne, nous sommes capables de miracles à condition que nous ayons confiance en ce que nous sommes et que nous soyons dirigés non pas par des gens qui commencent par dire toujours la même chose depuis 40 ans, « Oh, le monde est tellement grand, pour compter dans le monde, faut se dissoudre dans l'Europe. » Non. Pour compter dans le monde, il faut être soi-même. Il faut toujours être soi-même et il faut être pleinement souverain. Et il n'y a qu'en étant souverain qu'on peut exister. Et Donald Trump vous fait un retour du politique, évidemment, et de la primauté du politique sur la faiblesse économique et la faiblesse des dirigeants européens, qui sont en réalité des gens, tous ceux qui nous dirigent depuis 40 ans, sont des gens qui cherchaient à nous dissoudre dans l'Union européenne. Et donc, pour dissoudre la France, évidemment,
faut abandonner toute volonté de la faire exister par elle-même. Et au bout de 40 ans, nous sommes détruits. Eh ben merci Charles Sana, c'est dit avec passion déjà Tout pour à fait. commencer. Allez, François Martin et puis les réactions de Fine Andrenne. Et des questions qui s'amoncellent. Quelques remarques sur la question de la liberté. Je suis pas sûr qu'on soit aussi peu d'accord que ça sur la question de la liberté. Il y a un contresens que l'on fait, c'est que la valeur principale, c'est pas la liberté, c'est l'homme. Et quand on se pose la question de la liberté, il faut savoir si on parle de l'homme au service de la liberté ou si on parle de la liberté au service de l'homme. Si on fait de la liberté une valeur absolue auquel l'homme doit être soumis, évidemment, on est dans ce que je vais appeler le libéralisme pur et dur. Mais à ce moment-là, on considère que on est dans un système de guerre, en fait, et que les dommages collatéraux sont normaux. Moi, j'ai passé 40 ans à voyager dans plus d'une centaine de pays. J'ai jamais vu un pays pauvre qui voulait le libéralisme économique. Ce qu'ils voulaient tous, c'est la protection. C'est ceux qui étaient riches qui voulaient la liberté. Parce que derrière le concept de liberté, il y a l'idée, moi, je vais vendre chez toi parce que moi, je suis grand et je suis protégé. Par contre, toi, tu l'es pas et tu es petit. C'est ça qu'il y avait derrière. Donc, il y avait un gros contresens. Donc, quand on parle de liberté, il faut bien savoir de quoi on parle. C'est l'homme. La liberté, c'est une valeur, mais elle est au service de l'homme. C'est l'homme la valeur importante dans tout ça. Donc voilà, ça c'est une chose que je voulais dire. L'autre chose, je voulais parler de la Chine. Parce que j'ai créé, il y a de cela presque 20 ans, un club HEC qui s'appelle Géostratégie, où j'ai fait venir des spécialistes, géoéconomie, etc. Bon. Hubert Védrine, on y va, on continue là. Il faut vraiment des échanges. J'ai eu l'occasion de faire venir Pascal Lamy, il y a une quinzaine d'années. Et Pascal Lamy, qui était à l'époque le patron de l'OMC, avait eu un discours extrêmement intéressant parce qu'il avait dit ceci: ça fait des années et des années qu'on cherche à créer un système de sécurité sociale en Chine pour que les gens, en fait, désinvestissent de leur bas de laine et que donc l'État prenne en charge les soins, la vieillesse et le travail. Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas parce que ils préfèrent baisser les charges. Donc, on a un système qui, depuis 40 ans ou 50 ans, fait volontairement du dumping pour casser en fait les barrières et vendre à l'extérieur. Moi, je connais très très bien l'Afrique. J'ai vu les produits rentrer en Afrique d'une façon énorme et il n'y a aucun impératif de développement et aucune politique de développement quand on traite avec les Chinois. Donc, c'est un système qui fondamentalement ne fonctionne pas pour moi. On a fini par s'habituer à un système qui est fondamentalement malsain en le considérant comme normal. Donc, moi, je trouve qu'il est normal que Trump casse par rapport à ça. Et à mon avis, on n'y reviendra pas, là aussi. On n'y reviendra pas, parce qu'à partir du moment où on change les règles... Allez, il reste moins de 30 minutes. Voilà. Il faut vraiment accélérer parce que j'aimerais des échanges plus vifs. Les entreprises principales et les investisseurs vont aller sur les entreprises qui vont développer dans les pays, qui vont développer les bases de la pyramide, etc., qui vont s'occuper des petits consommateurs. Enfin, aujourd'hui, l'essentiel des populations de la planète, ils sont sortis du système économique. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et le libéralisme ne résout pas ça, je suis désolé. Merci François. Fine, et après il y a beaucoup de questions d'auditeurs, c'est pour ça que je vous presse. Mais essayez d'aller vite les uns les autres. Très rapidement, quelques points. Il y a beaucoup de choses à dire, vous êtes en désaccord à peu près sur tout. Alors vous prenez des exemples comme le manque de masques ou les céréales, c'est-à-dire la sécurité alimentaire. Vous prenez justement des exemples qui sont exactement liés aux régaliens. Donc pour votre propre argumentation, vous devriez au lieu prendre des exemples qui ne sont pas justement du régalien, parce que ça vous servirait mieux, plutôt que d'utiliser justement ces exemples-là. Parce que, en fait, pourquoi on n'a pas de masque? C'est aussi une énorme incompétence, et vous connaissez aussi bien que moi l'incompétence française qui a fait qu'on n'avait pas de masque. Voilà. Donc, ensuite, je pense qu'il ne faut pas faire de confusion entre le libéralisme, c'est-à-dire le libre-échange, dans le cadre des échanges internationaux,
Donc le libre-échange d'un côté et le capitalisme de connivence de l'autre. Le capitalisme de connivence, c'est un fascisme. C'est l'oligarchie. Ça n'a absolument rien à voir avec le libre-échange. Donc, je note ici, aussi bien chez François Martin que chez M. Sana, je note parfois une espèce d'amalgame. Parce que vous utilisez des argumentations qui sont contre le capitalisme de connivence pour essayer de démolir le libre-échange. Donc, non, ça ne peut pas marcher. Ensuite, concernant la destruction de l'industrie, à nouveau, la France est en grande partie responsable. Comme j'ai déjà dit, si la France avait suivi les recommandations de l'Union européenne, qui est ce temple au globalisme politique, eh bien la France se porterait beaucoup mieux aujourd'hui, parce que c'est l'Union européenne qui, pendant des années, s'arrachait les cheveux pour dire à la France, s'il vous plaît, réformez vos retraites, réformez vos systèmes de santé, réformez vos systèmes d'éducation, réformez la SNCF. La France n'a rien fait. La France se porterait beaucoup mieux aujourd'hui. Baisser les taxes sur les entreprises, parce qu'ils ont le couteau sous la gorge aujourd'hui. C'est l'Union européenne. Ça fait 2 décennies qu'ils disent ça. Et pourtant, c'est votre organisation qui représente l'oligarchie et qui représente le globalisme politique qui dit ça. Donc, au minimum, la France pourrait essayer de faire quelque chose, quoi. Parce que l'indépendance, elle vient surtout de la force économique. Sinon, ça ne sert à rien on peut pas en réalité être indépendant et fort si on n'a pas de liberté économique, on n'a pas une nation saine. La France ne peut pas rayonner à l'étranger si elle ne règle pas ces énormes problèmes qui existent en interne. Donc, c'est juste pour faire un petit peu... Voilà, je taquine un petit peu en utilisant ces arguments, mais voilà, c'est un petit peu le point que je voulais faire. Vous avez du mal à échanger, bon, c'est peut-être aussi parce qu'il y a de la distance entre l'un et l'autre. Charles Sana. Non, mais moi, je suis pleinement d'accord avec ce qui vient d'être dit. On ne peut pas rayonner sans une économie saine et sans prospérité. La prospérité, c'est fondamental, et une économie fonctionnelle, c'est fondamental, et un budget qui est tenu, c'est fondamental. Mais pour ça, il faut des souverainetés. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse diriger la France comme nous souhaitons diriger la France. Et la souveraineté, elle n'est pas uniquement politique. Elle va être aussi sur les normes, elle va être aussi sur les TVA, elle va être aussi sur la manière dont on pourra taxer ou détaxer sans avoir à demander l'avis à Bruxelles. Elle est aussi sur la souveraineté évidemment monétaire, puisque vous savez, si nous avions eu le franc, et en fait nous payons les 30 ans d'euros derrière nous, mais avec d'abord la période de convergence et ensuite la mise en place de la monnaie unique, on parle à peu près d'une 30aine d'années, mais nous payons de manière extrêmement forte notre impossibilité à faire des ajustements monétaires. C'est-à-dire qu'avec les bêtises financières que nous venons de faire depuis 30 ans, si nous avions eu encore le franc, on aurait eu des crises monétaires, les marchés nous auraient attaqués, et donc on aurait été obligé de dévaluer, on aurait été obligé d'arrêter de faire des bêtises. Et là, nous avons en fait profité du parapluie allemand, et on va dire au-delà du parapluie allemand, le parapluie de l'Europe du Nord, qui sont un ensemble de pays bien gérés. Et ces pays bien gérés d'Europe du Nord ont donné une forme de caution morale. Et ce qui s'est passé pour la Grèce, qui était complètement dysfonctionnelle, mais qui, à l'époque de sa propre monnaie, eh bien évidemment, elle avait des ajustements monétaires. La France aurait eu ces ajustements monétaires. Et donc, comme on ne pouvait plus faire d'ajustement monétaire, l'ajustement ne peut passer que par une austérité économique. Et cette austérité économique, elle est quasiment impossible socialement en France. Et compte tenu de ce qu'on a eu en plus comme flot d'immigration et de difficultés socio-économiques, etc., ça fait qu'aujourd'hui, toute politique austéritaire fait que la France danse sur un volcan social qui fait qu'aujourd'hui, soyons clairs, les conséquences des politiques à mener pour éviter la faillite ou les conséquences de la faillite elle-même sont à peu près similaires. Oui. Et donc, il est à peu près certain que la France ne fera rien. On va aller jusqu'au bout et on va aller jusqu'à la faillite. C'est ce que je pense. Juste ajouter un point sur ça, c'est que utiliser la planche à billets et la dévaluation, comme la France l'a fait,
pendant tellement de décennies, ce n'est pas une solution. Parce que ça, c'est plumer les Français. Vous savez que l'unité monétaire... Attendez, l'unité monétaire française, il y a un site qui est formidable, que je recommande à nos éditeurs, qui s'appelle franceinflation.org, qui permet de regarder quelle a été l'inflation, c'est-à-dire la dévaluation de l'unité monétaire pour les Français depuis, on peut remonter jusqu'au début du XXe siècle. C'est absolument formidable. Et on voit qu'à ce moment-là, depuis 1945 jusqu'à l'introduction de l'euro, l'unité monétaire française a perdu 99% de sa valeur. Et donc ça, c'est la destruction de la richesse des Français par l'État français. Non, c'est pas vrai, c'est pas grave. Si vous voulez, vous avez... Non, mais vous avez des... Alors moi, je suis plutôt pour une monnaie forte, mais vous voyez ça avec vos yeux d'homme du Nord. Vous avez des pays qui ont différents modèles économiques. Alors autant la théorie des avantages comparatifs, je vous ai dit ce que j'en pensais, autant en revanche, plutôt que des avantages comparatifs, je parlerais plutôt de modèles économiques et de modèles culturels pour un certain nombre de pays. Et donc, vous avez les pays latins, on a toujours fonctionné avec des crises monétaires. Ce n'est pas vrai. Toujours. Ce n'est pas vrai parce que la France était sur l'or. Pendant longtemps, la France était sur l'or. Et c'est le moment, pendant le 19e siècle, où la France a le plus prospéré. Regardez, j'ai derrière moi, là... Ah, mais ça, les gens ne le voient pas. J'ai derrière moi, mais je le montre à filmer. Ça, vous voyez, ne me parlez pas d'or et de monnaie. Ça, c'est un assignat de 1793. Ouais. D'accord ? Bon, et donc les assignats de 1793, on s'est amusé évidemment à faire la même chose que ce qu'on fait aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'on a imprimé de la monnaie. Donc là, on l'a imprimé de manière physique. On l'a toujours fait, et même quand on avait l'or, les empereurs romains, vous frappez les mêmes pièces avec la même valeur faciale, hein, puis ils retiraient quand même un petit peu d'or et tout. Exactement. Et c'est pas un bon exemple puisque ça a contribué à la chute de l'Empire romain. Donc justement, c'est pour ça que je fais cette argumentation. Non. Nous avons vécu pendant des siècles avec des crises monétaires. Et des ajustements monétaires plus ou moins brutaux. Et les 30 glorieuses en France qui ont laissé des souvenirs très positifs dans l'inconscient collectif, je peux vous assurer que ces 30 glorieuses se sont accompagnées d'une érosion monétaire et de crise monétaire et de dévaluation, et pourtant la prospérité a augmenté. Donc attention, il y a des modèles économiques, il y a des cultures économiques et monétaires, et donc il y a ce qui est adapté pour les pays du Sud, et la France en réalité est un pays du Sud, et puis il y a ce qui est adapté culturellement aux pays européens qui sont plus les pays du Nord. Ces deux manières d'être différentes, il n'y en a pas une qui soit mieux que l'autre, ce sont des façons d'être qui correspondent aux populations et qui correspondent aussi au degré de souffrance que chacune des populations est prête à encaisser. Ça, c'est pas politiquement correct de le dire, mais il y a une forme de courage économique et de capacité à se serrer la ceinture dans les pays du Nord qui est bien plus importante que dans les pays du Sud. Alors finalement, on se serre la ceinture autrement. Dans le Nord, en faisant les efforts pour éviter le coût monétaire, donc on passe par un coût austéritaire. Et nous, dans les pays du Sud, comme on est incapable de faire l'effort de se serrer la ceinture, on passe pas par le coût austéritaire, on passe par le coût de l'effondrement, du réajustement monétaire. Et dans notre incapacité à avoir un réajustement monétaire, on devra passer non pas par le coût du réajustement monétaire, mais par le coût de l'effondrement. Merci Charles Sadin. Moi je pense qu'il y a autre chose que Finn ne prend pas en compte, c'est que les pays scandinaves sont de petits pays qui ont admis depuis fort longtemps qu'ils n'étaient que des petits pays qui d'ailleurs parlaient fort bien la langue de l'anglois, la langue de l'empire dominant, alors que la France est censée être un pays civilisation, mon cher Finn. Ça quand même, vous deviez l'attendre et l'entendre d'un gaulliste tel que moi. François Martin. Oui, je défendrai simplement les pays du Nord dans la mesure où effectivement ils ont une culture très différente qui est la culture de la Ligue hanséatique qui est basée sur un tout autre système. Effectivement, quand vous avez à Zaandam, vous avez des centaines de moulins qui sont là pour écraser des pierres pour faire des couleurs ou bien du blé pour la farine, etc., etc. Donc, c'est basé sur une importation avec une transformation portuaire et une réexportation. Donc, c'est une culture qui est totalement différente. C'est une culture totalement globale et économiquement globale. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai passé
40 ans à voyager dans plein de pays. Et effectivement, l'impression que j'ai toujours eue, c'est que vous arrivez quelque part et puis vous vous dites, bon, on va enlever on va armer les forts, on va désarmer les faibles, on va enlever les arbitres et on va dire que du bain de sang sort quelque chose de bon. Donc, j'ai toujours vu les systèmes fonctionner comme ça et ça ne marche pas. Enfin, le coût social est énorme. Et pour revenir à ce qui était dit tout à l'heure sur le 19e siècle, je rappelle que le 19e siècle, c'est l'époque du rapport Vuillermé, je crois que c'est 1840 ou quelque chose comme ça, où en fait, l'enrichissement de la France s'est fait à un coût social absolument effroyable. Et je me souviens que, et ça c'est Régine Pernoud qui le dit dans son L'histoire de la bourgeoisie, ce livre que tout le monde devrait avoir lu lorsqu'elle parle de les recruteurs qui voulaient recruter des soldats pour l'armée évitaient des régions entières parce que le niveau de santé des travailleurs qui faisaient 6 jours sur 7 ou même 7 jours sur 7 était tellement faible sur le plan la santé qu'ils étaient incapables de faire l'armée. Et elle raconte qu'à un moment donné, on a quand même décidé que les enfants qui travaillaient à partir de 7 ans faisaient 9 heures par jour ou 10 heures par jour. Et le Parlement s'en est ému et a dit donc il faut quand même qu'on baisse de 10 heures par jour à 9 heures par jour ou de 12 heures à 11 heures. Et il y a eu un amendement qui a dit non, on ne peut pas passer de 12 heures à 11 heures parce que c'est trop peu et ça donnerait l'habitude aux gens de ne pas travailler. Donc, on va passer de 12 heures à 11h30. C'est ça, le système d'enrichissement du 19e siècle. Donc, moi, je partage l'idée de Charles, évidemment, comme quoi il faut impérativement... je comprends ce que dit Finn, mais il oublie simplement que derrière, il y a des puissances économiques et il y a des puissances financières qui sont phénoménales. On le voit bien aujourd'hui quand même. Aujourd'hui, on voit bien que la finance est très largement financiarisée. Il faut qu'il y ait un État fort qui contraigne la puissance économique. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Moi, je suis pour la vision gaulliste des choses. C'est le politique qui doit diriger, c'est pas l'économie, je crois pas. Si le libre-échange, c'est la liberté, ça veut dire encore une fois que c'est l'homme au service de la liberté. On fait du principe de la liberté un principe auquel tout le monde doit être soumis. Ben ça veut dire l'effort. Donc moi, je suis contre. Merci François Martin. Je pense que si tout le monde est d'accord, on va laisser aux auditeurs être juges de paix. Vous allez voir, c'est étonnant. Depuis tout à l'heure, les messages affluent et je dirais qu'ils donnent raison un peu aux uns, un peu aux autres. Donc je vous laisse réagir très rapidement parce qu'il y a beaucoup de questions ou d'affirmations. Un auditeur, les autres pays européens sont-ils dans le même état économique que la France? Quid du Portugal, par exemple? Il y a des pays qui ressemblent plus à la France et d'autres non. Mais le Portugal et l'Italie, typiquement, c'est des pays qui avaient des problèmes, surtout l'Italie, qui a encore des problèmes similaires, structurels à la France, mais qui sont déjà en train de prendre en charge leurs déficits. Et c'est pour ça que malheureusement, la France, c'est le cancre un petit peu aujourd'hui, parce que ces pays qui avant étaient derrière nous, ils commencent à vraiment prendre les choses en main. Alors, cet auditeur va, à mon avis, plutôt dans le sens de Finn Andren, mais j'aimerais justement avoir les interventions des uns et des autres sur le sujet. La France est en mauvaise posture, nous dit cet auditeur, mais l'Angleterre semble encore pire. L'Espagne n'est pas mieux, l'Allemagne a perdu de sa superbe, la Grèce, n'en parlons pas. En Roumanie, le niveau de vie est-il de 1/3 ou du 1/5 de celui de la France? Tout cela fonctionne encore sur une dette qui va apparaître de moins en moins intéressante quand des actifs fictifs ne seront plus acceptés en échange de pétrole, minerais, produits manufacturés. Le problème n'est pas le libre-échange qui résout des manques, mais le défaut d'excellence et de compétitivité. Quand les dirigeants utilisent la démagogie pour continuer à payer le pays, quand les parents pensent à s'enrichir en spéculant sur l'immobilier et quand les enfants sont rivés au smartphone, faut pas pleurer sur la déchéance de la classe moyenne. Ben, on est bien d'accord. De toute façon, je pense que là, on discute sur, disons,
le niveau de libre-échange, mais on est tous d'accord sur le fait que il faut que tout ça soit maîtrisé et maîtrisé par l'État et on est tous d'une certaine façon souverainistes, je pense. Mais donc c'est vrai que il est impératif que chez nous on règle d'abord tous nos problèmes dont on a parlé effectivement et en premier lieu de tout l'hypertrophie de l'administration et effectivement de toutes les associations et autres, comment on appelle ça, les instances qui fonctionnent avec des dons, des prêts, enfin tout ce qui est en train de ce système de connivence dont on a parlé. Oui, ça c'est certain. Oui. Charles Sana, vous voulez réagir? Oui, mais de toute manière, tout redressement passe par le travail. Et donc, se pose justement la question du libre-échange. Parce qu'à un moment donné, il faut remettre au travail votre population. Et si vous ne remettez pas au travail votre population, alors il n'y a pas de tenue dans la société, il n'y a pas d'investissement de la part des individus, il y a une oisiveté massive, il y a plein de choses qui sont délétères pour la structure d'une société. Et donc, tout passe par le fait de remettre les gens au travail. Et pour remettre les gens au travail, encore faut-il qu'il y ait du travail. Et vous voyez bien que si vous regardez la courbe du chômage, eh bien, on avait 800 000 chômeurs en 1980. On en a aujourd'hui plus de 12 millions en comptant tous ceux qui travaillent très peu, ceux qui ne travaillent pas du tout, ceux qui travaillent carrément, qui n'ont jamais travaillé, qui sont au RSA, aux minima sociaux, etc. Donc, si vous voulez, le pays a arrêté de travailler parce que le pays n'a plus l'ensemble de l'industrie pour pouvoir faire travailler énormément de monde. Donc, se pose la question, évidemment, de la réindustrialisation. Je vous parlais de J.D. Vance tout à l'heure. J.D. Vance, c'est exactement ce qu'il raconte dans son livre. Lui, c'est un bébé produit de la déstructuration, de la mondialisation, de la destruction des classes, non pas moyennes, mais des classes ouvrières et populaires américaines. Il a vécu de mobil-home en mobil-home. Il a vécu de beau-père violent en beau-père alcoolique. Sa mère étant alcoolique également. D'ailleurs, il s'est présenté avec elle il y a 2 jours en disant voilà, je vous présente ma mère et sa maman ne boit plus depuis 10 ans, elle est sobre, bravo maman. Bon, donc c'est à l'américaine. Donc c'est ça la réalité. Cet effondrement sociétal, il a une cause qui est profondément économique et qui est intimement liée à la mondialisation de ces 35 dernières années. Après, vous n'êtes pas d'accord avec ça, Finn-André? Je pense qu'il y a d'autres. Pourtant, il y a beaucoup de ressorts raisons. On a parlé évidemment énormément. J'aimerais bien aussi entendre M. Sana sur la question de ces tarifs douaniers, parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Ces tarifs douaniers ne sont pas sérieux, on le voit bien. Et mon opinion personnelle, ensuite je vais demander à... Qu'est-ce qui n'est pas sérieux? Ces tarifs douaniers ne sont pas sérieux. Ceux de Trump? Ceux de Trump. Mais on vous a dit que c'était pour faire des négociations. Oui, c'est ça, bon, voilà. pour faire des négociations. Mais le problème avec Trump, c'est qu'il est en train de se tromper royalement. Se tromper royalement. Parce qu'en fait, il y a des pays comme la Chine, et c'est le pays qui probablement ne va pas négocier. Et donc c'est là où il y a un très gros risque aujourd'hui. Un très gros risque. C'est quoi le risque? Le risque, c'est que effectivement, c'est un risque politique, économique aux États-Unis, puisque comme vous savez, quand on intervient dans le libre-échange, les prix vont augmenter aux États-Unis. Il y a des calculs qui ont été... Et alors, c'est quoi le risque? Ça veut dire qu'il va y avoir une instabilité politique. Et vous parliez on a parlé tout à l'heure de polarisation. Vous allez avoir vraiment des difficultés économiques que les États-Unis n'ont pas vécues depuis très longtemps. Et cela... Mais Finn, on voit déjà ce qu'il va faire. L'argent qu'il va prendre sur les taxes, il va les redistribuer aux Américains pauvres pour compenser l'inflation. François, c'est ce qu'il a déjà fait. Que l'émission se finisse. Bien sûr, c'est exactement ce qu'il a dit.
C'est pas du exactement ce qu'il a dit et c'est exactement ce Mais qu'il va faire. les sommes ne sont pas suffisantes. Soyez sérieux. On parle de 700 milliards à peu près en revenus de ces tarifs. Ça ne va pas être suffisant. Les exportations vers les États-Unis vont s'effondrer. Il faut voir les réactions. Trump, il agit comme si les autres pays ne réagissent pas. Ils vont continuer. Mais Vous imaginez qu'on peut réindustrialiser et changer les règles du jeu de la mondialisation sans qu'à un moment donné, ça pique un peu. Mais il n'y aura pas de réindustrialisation, ça ne bien marchera sûr pas. que Ils ont déjà pris 20% de l'industrie allemande qui est partie aux États-Unis. 20%. Mais bien sûr que si. On verra bien. Parce que vous avez une question d'abondance énergétique, vous avez une question de taille du marché. C'est pas suffisant. Vous avez une question énergétique, vous avez une question de taille du marché, vous avez une question technologique, vous avez une question d'accessibilité aux matières premières, d'où l'enjeu du Groenland, etc. Écoutez, donc, M. Sana, il n'y a pas de plan industriel qui a été fait. Il n'y a pas de plan industriel. Trump pense que uniquement en imposant des tarifs, comme ça, par hasard, comme par magie, vont émerger de sol des usines extrêmement sophistiquées. Ça ne va pas se passer ainsi. Charles Sana aura le mot de la fin, allez. Et on y aura d'autres échanges. À un moment donné, nous devons tous nous rendre compte que nous sommes confrontés à une situation où nous n'avons pas le choix que de rééquilibrer les déséquilibres. Si vous ne rééquilibrez pas les déséquilibres, alors nous nous effondrons. C'est ce qui va arriver à la France puisque nous ne ferons rien. Mais en revanche, ce n'est pas ce qui va arriver aux États-Unis parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils ont une politique qui est multifactorielle. Vous avez une réduction des dépenses avec le Doge, vous avez une augmentation des tarifs douaniers, vous avez une réindustrialisation, vous avez une politique énergétique, vous avez une politique sur les matières premières. C'est tout azimut, c'est impressionnant. Et ne sous-estimez pas les États-Unis d'Amérique. Il y en a qui l'ont fait en 1941 après Pearl Harbor, ils s'en sont mordus les doigts. Et voilà, vous entendez la musique, c'est le juge de paix. Parce que sinon, je peux vous dire, François était reparti. Merci énormément, que ce soit à Marie-Hélène. La moitié des questions n'ont pas pu être posées, je suis désolé. Et à Virginie, évidemment, merci. À François Martin, Fine Andrenne, d'avoir accepté ce jeu où il n'était pas nécessairement le plus majoritaire. Merci au général de Lavarde et merci donc à Charles Sana. Merci de votre écoute, chers auditeurs, et à très vite sur Radio Courtoisie. En tout cas, pour ce qui nous concerne et moi, ça sera samedi et nous parlerons de Chine à nouveau. Tiens, vous voyez. Allez, à bientôt.